Madame l'ambassadrice, Madame la ministre de Culture, Jeunesse et Sport du gouvernement d'Andorre, Monsieur le secrétaire d'État de sport du gouvernement d'Andorre, Monsieur le président du club, du basket club d'Andorre, Monsieur le président de la Ligue du Languedoc-Roussillon. Madame et Monsieur, bonsoir et bienvenue en nom du club. Nous voulons remercier avant tout l'ambassade de France en Andorre pour l'organisation de cette table ronde, de ce colloque, ainsi que la FNAC qui nous accueille ici. D'accord. Avant tout, la présentation de nos invités. À ma gauche, Antoine Rigaudot, un des meilleurs joueurs français de toute l'histoire, avec une grande carrière. C'est vrai? Si vous le dites. Non, mais je confirme. Avec une grande carrière sportive, à cheval entre des clubs européens avec des titres au maximum niveau et le basket américain aussi, avec une expérience à la NBA. Avec le surnom du roi, après on en parlera un peu, non, le roi du basket français. Un peu plus à la gauche, M. Yves Nagel, une légende aussi du basket français, avec des caractéristiques, un grand shooter, un grand scoreur, avec des records qui aujourd'hui encore nous font jouir de l'émotion. Et à ma droite, Eric Bartolomé, c'est un joueur qui a joué au maximum niveau à la Liga ACB avec Huesca, Magia Huesca, avec TDK Manresa et avec Joventut de Badalona, et qui après s'est établi en Andorre, et maintenant c'est un entraîneur, il a joué aussi dans le club local, et maintenant c'est un entraîneur qui coach chez nous. D'accord. Alors pour présenter un peu le débat, ça vise sur les différences entre le basket actuel, le basket d'avant et l'avenir que nous voyons pour ce basket qui change de plus en plus vite. D'accord. Alors, on va essayer de faire des questions qui vous pouvez répondre quand vous voulez, sur un ordre si vous voulez. Et moi, je commencerai en vous demandant quel est le meilleur joueur que vous pensez de tous les temps, et aussi le joueur actuel qui vous touche le plus, que vous pensez que c'est réellement le roi au niveau basket mondial en ce moment. Si vous voulez commencer, Frédéric. Mais au niveau, le meilleur joueur en Europe ou... On peut faire en Europe et aussi avec le basket américain. Après, on va les mixer. Les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Enfin, pour moi, si je prenais un joueur qui malheureusement est décédé, c'était Drazen Petrovic, qui pour moi était un joueur qui avait un peu les mêmes caractéristiques qu'Antoine, en plus morpion, on va dire. Malheureusement, il est décédé. Après, bon, pour le remettre dans le contexte, c'est un joueur qui est arrivé à NBA où tout le monde voulait se le farcir, c'est-à-dire que les brothers américains, quand ils voyaient le jeune Blanc-Bec, Blanche-Neige arriver sur le terrain, ils essayaient de se le faire, quoi. Et il a quand même terminé 5e meilleur marqueur à une époque où il n'y avait pas encore beaucoup de joueurs européens qui venaient. Après, bon, la NBA, c'est très particulier, avec une façon de voir les choses qui est un peu différente qu'en Europe, quoi. Après, si je prends dans les joueurs européens qui ont été impressionnants, bon, il y a Antoine quand même, qui, pour avoir joué ma dernière année avec lui, quand vous êtes coach, vous prenez le journal, puis vous dites, bon les gars, on mange à 8h, ne ratez pas le premier buffet. Et puis Sabonis, qui malheureusement, par le contexte politique, n'a pas pu partir à NBA et qui finissait, qui était champion d'Europe en buvant un litre de vodka par jour. Il faut le noter. Alors je sais, ça peut être un discours un peu cru, mais c'est la vérité. Voilà. Oui, parce que quand il est parti en NBA, c'était déjà trop tard. C'était Golmelski qui faisait partie du Politburo et qui était l'entraîneur de l'équipe du RSS où il n'y avait que des Lituaniens.
C'était l'équipe de Lituanie, enfin c'était des Lituaniens qui jouaient pour l'équipe de Russie. Donc c'était très dur pour eux de voir le contexte dans lequel ils vivaient et de voir les sommes d'argent qu'on leur proposait pour aller jouer en NBA, quoi. Voilà. Pour ma part, le joueur qui a marqué l'histoire du basket international, mondial, c'était Michael Jordan, je pense que tout le monde connaît, qui non seulement a influé énormément sur le jeu, mais aussi, je pense, dans toute la communication autour du basket. Et aujourd'hui, pour moi, le joueur, s'il faut en citer un, je dirais qui est un petit peu dans les mêmes caractéristiques, qui influe beaucoup sur le basket et qui influe sur la communication, je mettrais LeBron James. Voilà, parce que c'est un joueur qui est capable de jouer à toutes les positions et puis qui change vraiment le basket. Par son physique, par sa mentalité et par son approche de la compétition. Bon, le dernier ne me permet pas d'être trop original, mais c'est vrai que d'un côté, Michael Jordan qui a marqué, je crois qu'une époque et qui va être difficilement comparable, c'est un joueur qui est arrivé à faire pratiquement à lui tout seul une équipe gagnante comme Chicago à son époque. Je ne crois qu'il n'y a encore aucun joueur au jour d'aujourd'hui qui est capable d'avoir le poids que ce joueur a eu sur son équipe, d'un côté. Et aussi, je suis d'accord avec toi, Antoine, LeBron James, sûrement, actuellement, est aussi ce joueur qui peut-être, pour moi, n'est pas encore au niveau de Michael Jordan, mais est aussi ce nouveau modèle de joueur complet, joueur total. C'est un peu la tendance actuelle, un joueur qui est capable de faire de tout sur une piste. Ce n'est plus les joueurs qui sont spécialisés sur une autre position, c'est des joueurs qui sont capables de gérer toutes les positions et toutes les situations sur une piste, et c'est un peu aussi ça. Et ça, bien sûr, accompagné de l'empreinte qu'il a sur le business en général global. C'est des joueurs qui ont fait que le basket donne un saut en avant incroyable. Et en suivant, le joueur le plus compliqué contre qui vous avez joué et le teammate le meilleur avec qui vous avez eu la chance de jouer. Ouais, moi, je peux répondre rapidement, parce que j'ai eu la chance de jouer contre Michael Jordan, donc je vais dire que c'est Michael Jordan qui a été le plus impressionnant à avoir joué. Et en plus, je l'ai vu jouer et jouer contre lui dans ma période NBA, et il avait 39 ou 40 ans, je crois, à cette époque-là. Enfin, c'était une de ses dernières années. Et il a gagné le match à lui tout seul, donc c'était vraiment impressionnant. Après... pour moi, c'est très difficile, personnellement, de dire et de sortir un nom d'un coéquipier. Parce que je crois que tous mes coéquipiers ont été performants, ont aidé toujours l'équipe pour qu'elle soit la meilleure possible. Après, s'il faut citer un nom, je ne sais pas, je pourrais peut-être dire Steve Nash, au Dallas Mavericks, qui était un joueur ou une personne, un homme que vous croisiez dans la rue, et voilà, vous pouviez vraiment pas dire que c'était un joueur de basket, parce qu'il doit mesurer 1m83 et peser 72 kilos, et il arrivait à dominer en NBA à cette époque-là au niveau du poste de meneur de jeu. Pour vous Les joueurs les plus compliqués, tous les Grecs. Et ensuite, je pense que dans la carrière d'un joueur, il y a des choses, il y a des moments. Et moi, là où j'ai pris mon pied, c'est ma dernière année où j'ai joué avec Fred Fotou qui est là et tout, puisque les Américains s'étaient blessés et qu'on jouait qu'avec des joueurs, avec des autochtones, donc des Français. Et ça a été une merveilleuse année où j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà. C'est vraiment une équipe. J'ai eu la chance d'être dans des équipes où il y a eu des joueurs qui ont joué en équipe nationale en Espagne, donc je ne vais pas en citer seulement un, parce que bien sûr, j'étais moi à un autre niveau personnellement, un cran en dessous de tous ces joueurs, donc j'ai beaucoup appris d'eux. Et j'ai joué aussi contre des joueurs il y a 30 et quelques années, contre les Américains qui venaient en Europe, et pour nous c'était absolument une expérience fantastique. Et ils faisaient des choses qu'on n'avait pas vues auparavant, ou que moi je n'avais pas eu personnellement auparavant en Espagne. Et donc il y a des joueurs qui
un nom me vient, c'est Essi Hollis qui jouait au Pays Basque, qui était il volait pratiquement. C'était déjà toute une star en Espagne, parce que vraiment il avait un style de jeu qui était vraiment tout à fait différent de ce qu'on était habitué à voir sur place. C'était des joueurs américains qui avaient une méthodologie d'entraînement même différente. Je me rappelle, il se promenait dans la rue avec une petite balle de tennis et il bondissait à la balle de tennis comme ça et il nous disait après, non, c'est comme ça, quand la balle est plus grande, c'est beaucoup plus facile pour moi. Si vous dominez une petite balle de tennis, après avec une grande balle de basket, c'est beaucoup plus facile. Et il vivait avec les balles de tennis en permanence. Il paraît-il qu'il se promenait le matin et le soir avec ses balles de tennis. Donc c'est vrai que c'était des joueurs comme ça, mais il y en a eu plein. Il y a eu Alvin Norris, il y a eu enfin des joueurs qui vraiment étaient imposants. Donc, je regardais à la télé ou comme ça et j'ai eu l'occasion de jouer contre eux. C'était vraiment spectaculaire. Avec la carrière que vous avez eue en tant que joueur, il y a forcément beaucoup de highlights, de moments importants qui vont rester dans la mémoire. Je rappelle un match où vous avez scoré 51 points en championnat de France. Et surtout, non, c'est ça? Oui. Et surtout, on se rappelle beaucoup ici d'un match que vous avez réussi à faire 9 lancés à 3 points contre Real Madrid. Eh oui. Ma grand-mère est catalane, alors j'ai pas le choix. Alors, forcément, la question elle est inévitable. Quel est votre meilleur moment ou votre meilleur souvenir en tant que joueur de haut niveau? Bah, disons que moi, si je me situe dans le contexte d'une petite ville qui était Orthez, on admirait le basket espagnol parce qu'on était quand même, avec ETB et tout ça, on ne pouvait pas capter les matchs. Et on avait quand même cette volonté de montrer qu'on existait, quoi. Donc on était invité à des tournois en Espagne, notamment à Madrid avec Estudiantes. Et moi, je ne peux pas dire, ce que je retiens, c'est la montée du club qui était une petite ville de 12 000 habitants où il y avait une ferveur pour le basket incroyable et qui est arrivé après faire un palais des sports qui était ultra moderne et qui est magnifique. Et puis de finir, comme je dis, avec une équipe de Français, c'était comme une bande de potes qui partaient. Bon, on donnait souvent le ballon à Antoine parce que se débrouillait après avec. Mais disons que ce que je retiens, c'est la montée du club, quoi. Qui est un petit village où on jouait dans un marché couvert où il y avait des canards, des poules le mardi, et vous aviez Bob McAdoo qui se changeait alors qu'on avait égorgé des canards. Parce que ça passait comme ça. Un canard, que vous mangez, il est vivant. Alors. Voilà, donc c'était la montée de ce club et ça, c'est extraordinaire. Pour ma part, il y a plusieurs étapes et c'est vrai que là, cette année qu'on appelait la French Team au niveau de Pau-Orthez est un souvenir aussi très marquant. Ma première année à la Virtus Bologne, où on a réussi à être champion d'Europe. La médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. Donc ça, c'est des moments qui sont inoubliables et assez forts. Maintenant, le moment le plus fort que j'ai connu dans ma carrière, c'est un moment extra-sportif, mais quand même qui a lieu avec le terrain. C'était ma 2e ou 3e année à la Virtus Bologne et le coach légendaire Ettore Messina venait d'être coupé par le président pour aucune raison. Et on jouait le match 2 jours après à domicile. Et quand le président qui avait coupé l'entraîneur est arrivé dans la salle, tout le public, ou la majorité du public était déjà dans les tribunes, est descendu sur le terrain et a essayé d'agresser le président, qui a été obligé d'être pris par ses gardes du corps et partir, enfin, il est déjà sorti de la salle. Et tout le public est resté sur le terrain. Et donc on ne pouvait pas jouer le match. Et le préparateur physique de l'époque est venu me voir, moi, français, en Italie, et me dit tu es le seul à pouvoir faire en sorte qu'on joue le match. Donc il m'a dit tu prends le micro, tu montes sur la table de marque et tu dis à tout le monde de sortir du terrain. Donc je me suis exécuté, je suis monté sur la table de marque, j'ai parlé en italien, approximatif, parce que personne n'est parti. Donc tout le monde est resté sur le terrain. Donc je suis redescendu, j'ai dit non, c'est pas possible. Les arbitres sont venus me voir, le préparateur physique est venu me voir. C'est ton problème, c'est ta responsabilité. Donc je suis remonté sur la table de marque
Et j'ai parlé en italien approximatif. Et j'aurais juste dit à tous les supporters que ce club était le leur. Et que si on ne pouvait pas jouer, voilà, c'était leur club qui faisait qu'on ne jouait pas. Et à partir de là, ils sont tous sortis du terrain. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris après un peu que vraiment les clubs, l'esprit, les identités de clubs sont vraiment faites par le public également. Et pour moi, c'est une de mes plus grandes fiertés d'avoir réussi à faire en sorte qu'on joue ce match. C'est une histoire. Je dois faire de la politique. Je le sens venir. Des moments sportifs, c'est vrai, il y en a plusieurs qui arrivent à marquer. J'ai un souvenir spécial pour 2 finales consécutives du championnat espagnol, ACB. En jouant avec Juventud, on a perdu contre Madrid et l'année suivante contre Barça. Donc, ce n'est pas exclusivement des bons souvenirs, bien sûr, mais il y a aussi peut-être des souvenirs qui sont associés indirectement au fait de jouer au basket et d'avoir, par exemple, la possibilité en 82 ou 83 d'être allé jouer à Moscou contre le TSK de Moscou à l'époque, capitale de la Russie, et voir 10 000 personnes, tous des militaires avec leurs grands chapeaux, vêtus de vert. Et on jouait là au milieu de tout ça. C'était le silence absolu. Il y avait des paniers d'un des deux côtés, personne ne disait rien. Il y avait Tachenko à l'époque. Donc, dans l'équipe TSK de Moscou. Donc, ça, c'est le bon temps quand même, le CSKA. Aller visiter la place rouge le lendemain à moins 20 degrés, bon, c'est des choses qui impactent grâce au basket. Ce n'est pas exclusivement lié à un fait sportif, mais vraiment, c'est des expériences qui accompagnent la vie d'un sportif. Alors, le basket, c'est un jeu qui évolue forcément dans les règles, dans la préparation des équipes. Est-ce que vous pensez que dans le basket actuel, vous réussiriez à être des stars, comme vous l'avez été déjà dans le basket d'avant? Vaste sujet. Question difficile. Ça, c'est difficile de répondre parce que chaque époque a ses particularités. Alors, si je peux embrayer un petit peu sur ce début de réponse. On a toujours pensé que... Alors, à l'époque où on a joué, voilà, il y avait combien de joueurs européens qui jouaient en NBA? 1, 2, 0? Voilà, c'est-à-dire que tous les meilleurs joueurs européens étaient ici. Donc, bon, moi, à mon époque, il y avait un petit peu plus de joueurs européens qui jouaient déjà en NBA. Mais aujourd'hui, en NBA, il y a 120 joueurs internationaux, dont une centaine d'Européens. Donc, pour être star, entre guillemets, il faudrait être capable de pouvoir jouer en NBA. Donc, être capable de jouer dans ce basket NBA, qui est un basket un peu différent que le basket européen, même si, sous couvert de techniciens qui sont ici, le jeu est de plus en plus proche entre le basket NBA et le basket européen. Je ne sais pas si je réponds un peu à la question, pas vraiment, mais bon, le basket est, comme disait Freddy, et je pense est différent. Aujourd'hui, il y a quand même des qualités physiques et athlétiques qui sont bien plus prédominantes que ce qui était le cas avant, mais c'est quelque chose de générationnel qu'on ne retrouve pas que dans le basket, je pense qu'on retrouve dans tous les sports, voire dans la société en général. Disons que moi, je pense qu'il ne faut pas trop comparer. M'occupant de sport motorisé dans mon boulot, il y a aujourd'hui des pilotes, j'ai des gens comme Depay et Lafitte, ils vous disent qu'ils ne pourraient pas conduire les voitures d'aujourd'hui. Mais pour avoir discuté avec un mec comme Hamilton, il me disait, moi je ne monterai jamais dans les cercueils qu'il conduisait. Parce que c'est un peu... on ne peut pas comparer les époques. Je pense que les méthodes de préparation physique sont différentes aujourd'hui. Est-ce que nous, si on était préparés comme ça, est-ce qu'on aurait pu faire les mêmes performances? Mais est-ce qu'eux auraient joué dans une salle où il fait moins 10, auraient fait 20 heures de bus pour aller faire un match et repartir? Enfin, il y a tout un contexte qui est... Chaque époque a ses particularités et j'aime pas trop comparer ou par exemple nous dire nous on jouait mieux et eux ils jouent en basket, c'est basé que sur du pick and roll. Je crois qu'on peut pas comparer. Chaque époque a son contexte, ses particularités. Le fait aujourd'hui que, par exemple, moi je vois sur le championnat français, avec le nombre, il y a 5 Américains, un Bosman, un Cotonou. Est-ce que moi, jeune, à 18 ans, on m'aurait fait jouer? J'en suis pas sûr. J'en suis pas persuadé parce que le contexte est différent. Aujourd'hui, les jeunes qui sont très bons, de suite, ils partent à NBA ou en Espagne, ou en Italie, ou en Russie, parce qu'il y a un contexte économique qui est là, où la Ligue ACB, par exemple, est la deuxième ligue au monde, il ne faut pas se voiler la face.
Donc tout ça fait que c'est difficilement comparable. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, on remet dans le contexte d'aller jouer en Espagne, j'y serais allé en courant, quoi. Bon, après, je dis c'est difficile de comparer les différentes époques. Pour moi, j'ai du mal à dire c'était mieux avant, c'était moins bien, ou c'est plus difficile aujourd'hui. Voilà, est-ce que les méthodes qu'ils utilisent peut-être permettraient de faire plus de matchs, je ne sais pas, quoi. Dans votre cas, par exemple, vous êtes un des premiers meneurs de jeu qui est arrivé aux 2 mètres. Ce n'était pas évident à l'époque. Aujourd'hui, tous les meneurs de jeu, ou presque tous les meneurs de jeu, ou tous les clubs ont des meneurs de jeu très très hauts. Oui et non. Mais avant, voir un meneur de jeu de votre hauteur, ce n'était pas évident. Non, oui, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui jouaient meneur de jeu et qui faisaient 2 mètres. Ça, c'est sûr que j'avais toujours l'avantage de taille par rapport à mon adversaire direct. J'ai toujours joué meneur de jeu, c'est-à-dire j'ai commencé poussin, meneur de jeu, j'étais petit, maigre, et voilà, à 15-16 ans, j'ai grandi d'un seul coup, donc j'ai gardé ces bases de meneur de jeu. Moi, je pense que je me débrouillais pas trop mal avec mes 2 mètres, je jouais avec mes atouts. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que ce que je disais avant, l'aspect physique est aussi important, non seulement dans la taille, dans l'envergure des joueurs, aussi l'explosivité. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des grands meneurs de jeu, des grands arrières, mais il y a aussi des meneurs de jeu qui sont d'une taille moyenne, 1m85, 1m90, et qui arrivent à jouer au haut niveau, voire au très haut niveau en NBA. Et dans votre cas, vous avez eu la chance de pouvoir jouer, évoluer en Europe et en NBA, en Amérique. Quelles sont les différences que vous pensez les plus évidentes qu'il y a entre les 2 systèmes? On parle toujours un peu de l'aspect tactique. On dit toujours que le basket européen, il est plus tactique, il est plus riche au niveau tactique que le basket américain. C'est plus physique, les bases sont plus sur le potentiel physique des joueurs. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou il y a beaucoup à discuter sur ça? Non, je pense que oui, c'est vrai. Et dans le même temps, les joueurs qui jouent en NBA sont des joueurs qui sont très techniques. Qui travaillent beaucoup, qui s'entraînent beaucoup. J'ai une petite qui me fait rire aujourd'hui. À l'époque, ça ne m'a pas fait trop rire. Quand je suis parti en NBA, moi, j'aime le travail, j'aime m'entraîner. Donc, en général, quand j'étais en Europe, j'arrivais toujours avant, voire je partais après. Bon, et je m'entraînais, ou je m'entraînais tout seul. Et je suis arrivé en NBA, on vous donne une petite carte magnétique. Et vous allez à la salle, c'est une salle d'entraînement qui est à côté, il y a une salle de musculation énorme, et vous rentrez dans le parking, vous avez une carte magnétique et vous arrivez à l'entraînement. Donc l'entraînement était à 10h le matin, en général en NBA s'entraîne toujours le matin, de 10h à 13h ou quelque chose comme ça. Donc je vais dire, bon, je suis arrivé en NBA, c'est mes premiers jours, je vais arriver 1 heure avant, j'arrive à 9h, je passe ma petite carte magnétique, et tous les joueurs étaient déjà là. Tous les joueurs étaient déjà là. Donc souvent, on a une vision du basket qui est NBA, américain, qui est le show, le spectacle. Il y a quand même beaucoup de travail qui est derrière. Et quand on voit les matchs NBA, on voit quand même des joueurs qui, techniquement, sont forts. Après, c'est vrai que pour vraiment répondre dans le fond à cette question, il y a aussi 2 aspects qui sont vraiment très différents entre le basket FIBA ou européen et le basket NBA. Parce qu'il faut simplement comprendre ce que c'est la NBA et ce que c'est le basket européen, ou que c'est des baskets de ligue où il y a des montées, il y a des descentes, et en NBA c'est une ligue qui est fermée, donc le club qui est mauvais toute l'année, il sera encore présent l'année prochaine en NBA. Et la NBA, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui a besoin de gagner sa vie. Et donc c'est un spectacle, c'est un vrai show. Donc tous les joueurs ou les participants, les entraîneurs appartiennent à la NBA. Donc il est important pour la NBA que ce qui est sur le terrain et ce qui est vu sur le terrain et ce qui est vu à la télé, ça soit agréable à être vu. D'où cette nécessité d'avoir un basket un peu plus flamboyant peut-être que ce qu'on peut voir parfois en Europe. Besoin de plus de spectacles, besoin de plus d'animation dans le jeu,
des règles qui favorisent ça aussi. Donc le jeu est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus explosif, beaucoup plus rapide. Et dans la mentalité qui est la mentalité américaine, le jeu et les joueurs se posent beaucoup moins de questions. C'est-à-dire que s'il y a un joueur qui est ouvert et qui a la capacité de tirer, il va tirer. Il va tirer. Voilà. Et ça aère le jeu et ça donne beaucoup de dynamisme au jeu. Alors qu'en Europe, et encore plus, moi à mon époque quand on jouait, on avait besoin de vraiment contrôler le rythme du jeu. Donc c'était, pour être performant, il fallait contrôler le rythme du jeu. Il fallait être présent sur le rythme du match pendant tout le match. Donc faire le moins d'erreurs possible. Alors qu'en NBA, faire des erreurs, ça fait partie du jeu. Et en général, qu'est-ce que vous pensez des règles, le rapprochement des règles entre le basket FIBA et le basket américain? Et maintenant, il y a un peu de polémique ici avec le critère pour les fautes et aussi pour les marchés. Et après surtout après le match en finale des Jeux Olympiques entre l'Espagne et les États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapprochement des règles au niveau du basket européen et du basket américain? Bon, c'est un peu dans l'optique du business global, non? Je crois que c'est important que finalement c'est du basket et qu'il y ait le moins de différence possible du point de vue business. Je crois que c'est un peu dans cette optique et dans cette vision que le rapprochement se fait pour que réellement... je ne sais pas le futur, qu'est-ce qui nous attend, mais il y aura peut-être une ligue mondiale, il y aura peut-être des championnats d'un continent contre un autre. Enfin, je crois que le chemin est peut-être celui-ci. C'est pour ça que les différences doivent être réduites au maximum. C'est pour ça d'ailleurs que l'Europe essaie de donner un pas en avant en rapprochant d'un certain point de vue quelques règles pour que cet aspect spectacle dont tu parlais se rapproche et il y ait ça soit beaucoup plus homogène. Je crois que c'est dans cette optique que peut-être les changements se produisent actuellement. Oui, je pense que chaque fois qu'il y a eu des changements de règles, il y a eu un petit moment de flottement, puis après tout le monde a fini par s'adapter. Le rapprochement, c'est une bonne chose. Après, pour revenir à la différence, il faut savoir que quand ils font, avant d'être pro NBA, ils sont d'abord universitaires et là, ils jouent pratiquement, voire même plus, avec des systèmes beaucoup plus longs, avec un jeu contrôlé beaucoup plus long. Donc, ils sont formés à ça. Et c'est vrai que c'est la NBA, les salles sont pleines qui demandent du spectacle et donc qui ont envie de voir des points, du jeu, du spectacle, des actions spectaculaires, etc., etc. Donc, pour ça, je pense que les Américains sont capables de s'adapter et on s'adaptera au jeu NBA. Quand on regarde maintenant des matchs de championnat, on va faire un jeu de plus en plus qui est basé sur du pick and roll, sur la première intention et de moins en moins sur un jeu sous contrôle. Voilà. On a raccourci le temps, on fait plein de choses pour se rapprocher d'un jeu spectaculaire. Parce que le but aussi des Européens, c'est qu'on remplisse les salles et que ce soit spectaculaire. Mais je crois que même avec cette étiquette du basket européen un peu plus contrôle, une Final Four de l'année dernière, c'est vraiment du spectacle pur aussi, non? Donc c'est peut-être pas incompatible. Il y a peut-être un point intermédiaire où on peut peut-être avoir l'impression que le rythme est un peu plus contrôlé, mais réellement, on peut assister maintenant à des matchs en Europe qui sont d'un niveau de spectacle incroyable, rien à envier avec un match NBA. Oui, un petit peu moins d'athlètes, voilà, surtout. De joueurs d'athlétisme, de joueurs explosifs, mais le jeu se rapproche de plus en plus. Bien sûr. Et pour ce qui est des règles, moi personnellement, je pense que évidemment, quand les règles seront uniques pour tout le monde, ça sera beaucoup plus lisible pour tout le monde. Donc ça sera beaucoup mieux, oui. Ça sera beaucoup mieux. Ah oui, je pense que pour les éducatifs, on va y arriver. On va y arriver. C'est quand vous occupez de jeunes, moi je m'occupe d'une petite association, ils sont tous arrivés avec la nouvelle règle du marché. Alors que nous, tu prends ton pied de pivot et la tête haute et ceci, et dis non, maintenant on a le droit de faire ça. Et ça change même la façon d'éduquer basiquement des joueurs dans les petites associations. Vous avez parlé avant de Ettore Messina, c'est un des grands coachs européens. Il y a une phrase qui dit que le basket européen, c'est le basket des entraîneurs et le basket américain, c'est le basket des joueurs. Au niveau personnel, qu'en pensez-vous de cette affirmation? Et surtout, quels sont les entraîneurs que vous avez eus qui vous ont le plus marqué? Pourquoi? Non, moi, si Ettore Messina dit ça, je pense qu'il a tout à fait raison. Je ne vais pas contredire Ettore Messina, qui a beaucoup plus d'expérience que moi au niveau du basket européen et du basket NBA. Et oui, je pense qu'en Europe, le rôle de l'entraîneur a un rôle plus important par rapport à l'aspect tactique qu'on pouvait parler un petit peu avant.
Même si en NBA, les entraîneurs sont très importants, parce que je pense que les équipes qui réussissent aussi ont et San Antonio Spurs ou Ettore Messina en tant qu'assistant coach est un des exemples, avec Greg Popovich qui a réussi à mettre son empreinte sur cette équipe. La suite de la question, c'était... Les entraîneurs qui vous avez le plus marqué? Les entraîneurs tous mes entraîneurs m'ont apporté quelque chose, que ce soit positif ou négatif, ça c'est sûr. Et, évidemment, Ettore Messina m'a énormément marqué parce que c'est là où j'ai connu voilà, des moments incroyables au niveau de la Virtus Bologne. Voilà, donc je dirais Ettore Messina et tous mes entraîneurs que j'ai eus dans les catégories jeunes. Voilà, je ne vais pas les citer tous, parce que j'ai eu la chance, tout petit, d'avoir des entraîneurs qui aimaient la discipline, qui étaient rigoureux et qui ne laissaient rien passer au niveau de tout ce qui est fondamentaux, techniques individuelles. Donc ce qui m'a permis à moi de me développer comme joueur et en tant qu'être humain. Moi, disons que j'ai eu beaucoup d'entraîneurs américains. Enfin, j'en ai eu que 2, pas beaucoup, 2. Et après, c'est vrai que chaque entraîneur apporte toujours quelque chose, parce que les moments de la vie d'un joueur sont différents, quoi. Mais j'ai noté une différence entre les entraîneurs américains et les entraîneurs français, quoi. Voilà. C'est pas tout à fait la même approche, notamment dans la vie de groupe, parce que faut quand même pas oublier qu'il est garant du jeu, mais il est aussi garant de la vie de groupe, des états d'âme, et plus vous montez dans le haut niveau, plus vous avez des danseuses à satisfaire, quoi. Et c'est pas évident tout le temps. Alors soit vous avez des groupes stables, mais des fois vous avez des égos à gérer, et il y a des entraîneurs qui m'ont impressionné dans leur manière de gérer des groupes qui étaient des fois à l'opposé d'eux dans leur vie personnelle. Donc j'ai pas d'entraîneur particulier à dire, mais ils m'ont tous apporté quelque chose, que ce soit en équipe de France ou en club. Voilà. Et après, pour en revenir aux éducateurs, je pense que former les éducateurs, c'est peut-être la première chose à faire, notamment sur ce que disait Antoine, sur la rigueur des gestes, la rigueur technique. Chez les Américains, par exemple, ce qui m'a frappé, c'est la répétition des gestes à outrance, mais en crevé, quoi. Et chez les entraîneurs français, peut-être plus une approche sur la personne, sur l'individu, sur sa place dans sa vie, sa place dans la vie du groupe, sa place dans la vie du club. Voilà. Voilà. Tu me fais réfléchir à un entraîneur que j'ai eu quand j'étais cadet, qui après été coach en équipe nationale espagnole cadet, que j'avais eu au Juventud de Badalona, qui s'appelait Mikel Nolis. Mon souvenir, c'est des répétitions, mais des heures et des heures. Il y avait des chaises, et il fallait faire contre la chaise. On attaquait, c'était la chaise qui défendait, c'était la chaise, et on répétait. Mais c'est la rigueur dans l'exécution qui, après, c'est les atouts qui te permettent après de grandir. Donc après, des coachs, il y en a eu plein, des bons, des moins bons peut-être. J'ai eu la chance aussi d'avoir été coaché par Aito García Reneses, donc là, c'est aussi la référence pour moi. Quand j'ai vu qu'il avait encore signé un contrat avec Berlin, c'est incroyable, non? Mais c'est vraiment quelqu'un de très spécial, un précurseur, je crois, à son temps. Il voyait des choses que personne à l'époque sûrement ne voyait encore, non? Et pour moi, ça a été aussi un apprentissage incroyable. Après le reste, bien sûr, il y a toujours... Une année, c'est très long et c'est très court à la fois. Et donc, il y a toujours quelque chose à apprendre de tout le coach. Cette semaine, on a eu, je pense que c'est juste après un match de Euroliga, l'entraîneur de Baskonia qui a démissionné. C'était un ancien joueur juste 4 mois avant ou 3 mois avant. Qu'est-ce que vous pensez des joueurs qui ont été des joueurs stars et qui font tout de suite ils tentent de coacher une équipe pro? Et si c'est votre cas, je sais que vous avez fait un petit... Je peux parler de mon expérience. Oui, c'est ça. Juste avec Paris, non? Avec Paris Levallois. Oui, alors moi j'ai quand même arrêté ma carrière en 2005, et donc ça fait un petit moment. Et j'ai eu une expérience, la possibilité d'entraîner l'équipe de Paris Levallois il y a 2 ans. Et voilà, j'ai saisi cette expérience-là. Et puis au bout de 3 mois, 4 mois, j'ai senti que j'étais pas à ma place et que
c'était pas moi, quoi. Je me nourrissais pas au quotidien en faisant ce travail-là, donc j'ai simplement dit à mon club que je ne désirais plus suivre cette expérience. Donc ça, c'est mon expérience personnelle. Moi, je ne sais pas ce que Pablo Prigioni pense, lui, de son expérience, comment ça s'est passé. Moi, je crois que après, chaque joueur d'un certain niveau a vécu ses expériences en tant que joueur avec ses entraîneurs, essaie peut-être de recopier ou de travailler en fonction de ce qu'il a pu connaître lui en tant que joueur avec ces entraîneurs-là, et ce qui n'est peut-être plus obligatoirement d'actualité, en tout cas pour moi. Aujourd'hui, voilà, quand on parlait de gérer un groupe, de la communication qu'il peut y avoir avec ces joueurs, moi, je ne me suis pas trouvé à l'aise dans ce domaine-là. Je pense qu'un joueur qui a été un joueur de haut niveau a tout à fait les capacités à être un très bon entraîneur, s'il trouve le créneau et s'il sent dans son domaine. Et un des exemples, c'est Šarūnas Jasikevičius, qui entraîne de brillante façon Kaunas. Lui, il est entraîneur. Mais moi j'ai l'impression que les joueurs, ils sont de plus en plus difficiles de gérer. Pas seulement sur l'aspect technique, je pense que Eric sera complètement d'accord avec moi, pas seulement sur l'aspect technique ou tactique, mais surtout sur les égos, sur la façon de... Moi, j'ai une anecdote de la semaine dernière. Il y avait un petit joueur de notre club. Il me demandait, sa question c'était, quand j'irai à un NBA et je me présenterai au draft, pourquoi je n'ai pas le droit de choisir l'équipe où je vais jouer? Pourquoi c'est l'équipe qui va me choisir à moi? Alors, c'est vrai, mais moi je le regardais et je pensais, mais c'est vrai que tu me poses cette question, et c'est réellement vrai. Et lui, il coach des joueurs de 18, 19, 20 ans, et je pense que c'est par ici, non? Qu'est-ce qui est choquant? C'est qu'ils ne sachent pas, qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est l'équipe qui va choisir, ou que déjà il a en tête d'un jour il joue à NBA? Pour moi, la deuxième. D'accord. Non, okay. Je crois qu'actuellement, pour un entraîneur, on lui demande des capacités psychologiques et de gestion du groupe, beaucoup au-delà de ses propres capacités, de sa préparation. Normalement, tu es entraîneur, bon, on sait, tactiquement, techniquement, tout ça, on est préparé, d'accord, on a une expérience, c'est vrai, qui peut aider. Mais après, tu te retrouves devant des jeunes de 18 et 20 ans qui ont des personnalités souvent complexes et comme groupe qui agissent d'une façon très, très compliquée à gérer, non? Et ce n'est pas la partie technique ou tactique qui est, entre guillemets, je dis tout bas, relativement facile, entre guillemets. On peut s'y former, donc on finit par acquérir les connaissances, mais la gestion des êtres humains, c'est ce qui est actuellement, c'est incroyable, parce qu'on a tendance à faire référence à une époque antérieure, quand on était jeune, quand on avait 18-20 ans. Les relations avec l'adulte ont changé radicalement, la gestion de la frustration, de l'esprit de sacrifice, tout a changé radicalement. Ils ne voient que dans la NBA, malheureusement, ils ne voient que les grands moments, les joueurs qui font des baskets, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière, les heures et les heures de sacrifice à l'entraînement qu'il y a derrière. Tout ça, ce n'est pas transmis. On n'est pas dans une culture ou dans une société qui valorise l'effort et le sacrifice. Tout semble très facile et tout n'est pas facile du tout, loin de là, non, loin de là. Et ça génère des frustrations, ça génère des expectatives qu'on n'arrive pas à subir, et ça, c'est très, très compliqué de gérer, vraiment. J'ai vécu l'époque, moi, où vous avez des Américains qui arrivaient, qui se mariaient là, qui faisaient leurs enfants, on avait une vie de groupe et on changeait. Souvent, c'était le même groupe qui restait, puis on est passé à de plus en plus de changements. Aujourd'hui, pour un coach, il va avoir un groupe une année, puis un autre groupe après. Il gère, il y a des agents, avant, c'était une poignée de main, puis vous jouiez. Maintenant, il faut gérer les égos, il faut gérer l'entourage, il faut gérer les fiancés. Parce qu'il y en a, par exemple, qui ne veulent pas jouer à tel endroit parce que c'est pas joli, il n'y a pas la plage, il n'y a pas de magasin Hermès et tout, ça pose des problèmes incroyables, donc il ne faut pas déconner.
Donc pour le coach, il doit gérer en permanence des problèmes qui sont hors terrain, on va dire. Ce n'est pas une blessure, ce n'est pas un manque de confiance, ce n'est pas un manque de perception du jeu qui est proposé. C'est que les joueurs arrivent, et moi j'en ai vu arriver des perturbés graves du bocal, quoi. Je veux dire, ils avaient la patronne derrière et je comprenais pourquoi, quoi. Et donc si le coach s'occupe bien de la patronne, en général, le type après il va au boulot. Vous voyez ce que je dis. Mais s'il arrive avec la tête à l'envers, voilà, pour une anecdote, il manquait 2 cuillères. Dans le contrat, il y avait 10 cuillères, 10 machins. Donc on est allé amener 2 cuillères. Vous voyez le niveau là. Je crois aussi que la grosse différence entre les différentes équipes et les équipes de top niveau, c'est que les joueurs ont une vraie responsabilité. Et les joueurs d'un top niveau ont eux-mêmes la possibilité de gérer le groupe. C'est-à-dire que dans ces équipes-là, il y a 2 ou 3 joueurs qui ont du vrai leadership sur l'équipe et qui drainent tout le monde vers le même objectif. Et c'est les équipes qui réussissent. Et moi, quand je jouais, je me rappelle qu'on était, nous, une équipe où on avait 2 ou 3 joueurs qui avaient du vrai leadership et les autres étaient des suiveurs. Et l'entraîneur entraînait. Point. C'est-à-dire que nous, en Italie, mais même à Pau, l'entraîneur, il n'avait pas de communication plus que ça avec ses joueurs. Les joueurs étaient responsables face aux objectifs qu'on leur demandait. Et je pense que ça se perd de plus en plus. Dû certainement au rêve NBA, à l'individualisme, à l'égoïsme qui y a de plus en plus dans la société de tous les jours. Et on a des jeunes joueurs ici. Après, on va essayer de transmettre ce qu'on a parlé ici à nos joueurs du club. Quel conseil vous leur donneriez s'ils veulent réussir à être le meilleur joueur qu'ils peuvent être? Je pense que c'est important qu'ils sachent que réussir, c'est être le meilleur joueur que tu peux réellement être. C'est pas arriver à jouer ça ou en NBA ou le championnat d'Europe parce que c'est très 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 difficile. Bon, c'est très très difficile en effet. Ouais, je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé, qu'on parle de discipline, de rigueur technique, technique individuelle, d'écouter ses entraîneurs, de jouer avec de la passion, de faire un petit peu plus que ce qu'on demande, et puis de trouver du plaisir dans ce qui est fait, dans l'entraînement, dans les matchs. Voilà, d'être fort dans sa tête, d'être fort techniquement. Et ça se travaille au quotidien, que ce soit sur un terrain de basket, mais aussi en dehors, dans la vie de tous les jours. Il y a eu tout l'été, et ça fait des mois qu'on en parle, toute la polémique avec les calendriers entre FIBA, Euroliga, les créneaux, on dit les créneaux, non? Pour les matchs d'équipe nationale. Vers où on va? Qu'est-ce que vous pensez? Vers où va le basket européen et mondial aussi, non? La solution n'est pas évidente. C'est pas celle-là en tout cas. C'est pas celle-là? Non, à mon avis. Moi je trouve bien, ce qui est bien, c'est de mettre en valeur quand même les équipes nationales, parce que ça... Enfin, je pense que par exemple, un pays comme la France, où c'est plutôt des chapelles, les clubs, il y a des endroits où on adore le basket, mais après, il y a des endroits où on n'en parle même pas. Et quand il y a l'équipe nationale, ça permet de mettre le basket en... Voilà. Alors après la période et tout, je pense que là, je pense qu'il y a beaucoup de luttes de pouvoir pour que chacun trouve sa place. Par exemple, bon, c'est une aberration, on recommence à faire qu'il n'y ait pas une seule, comme la Champions League en football, une seule Coupe d'Europe, enfin, l'Euroleague, et puis point barre avec les meilleurs clubs, puisque c'est ça qu'on veut voir, quoi. Parce qu'après, ça multiplie les compétitions. Moi, je parle pour un pays comme la France, les gens s'y perdent. Ils disent, mais attendez, mais ils jouent dans quoi? L'Euroleague, la Champions League, là quoi Alors que l'équipe nationale, quand il y a un champion d'Europe, les Jeux Olympiques, où c'est clair, c'est net pour tout le monde, et on sait, bon, on joue l'Espagne, on joue l'Italie, on joue la Lituanie, c'est clair pour tout le monde. Là, dans les compétitions de clubs européennes, moi, le retour que j'ai, par exemple, dans un endroit en France où j'habite au Pays Basque, où le basket n'est pas, à la différence du côté espagnol, ça je ne devrais pas le dire parce que les Basques ils vont m'engueuler, mais si vous voulez, où le regard qu'ils ont, c'est surtout l'équipe nationale. Et Pau parce que c'est à côté.
Mais il y a des gens au Pays Basque qui ne savent pas qu'il y a Vitoria qui existe, ou Bilbao, ou Saint-Sébastien. Donc, je pense que ce qu'il faut qu'ils arrivent à faire, c'est que ce soit clair, qu'il y ait une clarté Euroleague, équipe de France, et puis les championnats nationaux, quoi, pour le grand public, quoi, parce que des fois on s'y perd. C'est ce qui est vraiment étrange, parce que c'est ce qui était le cas il y a 2-3 ans. C'est-à-dire qu'il y avait l'Euroleague, il y avait l'Eurocup, il y avait une 3e Coupe d'Europe, il y avait des championnats internationaux qui avaient lieu pendant l'été, il y avait la NBA. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je ne comprends pas trop pourquoi mettre ces créneaux, je ne sais pas comment on appelle ça en France, là, c'est 15 jours ou même pas 15 jours, c'est 5 jours d'équipe nationale avec voilà, des joueurs qui jouent en NBA qui ne vont pas venir, qui jouent en Euroleague qui ne vont pas venir. Je ne sais pas. Enfin, moi, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode pour... on parlait des règles, ça serait bien qu'elles soient toutes égales. Je pense que ça serait bien aussi que le basket s'unifie un petit peu dans les institutions, et ce qui n'est pas le cas. Donc c'est certainement des luttes d'ego, des luttes de pouvoir. Alors est-ce que c'est pour mieux contrôler les fédérations que la FIBA met ça en place? C'est une question, parce que peut-être que les fédérations aussi ont envie éventuellement de pouvoir créer ses propres ligues fermées, ce qui existe dans le mode du rugby. Par exemple, la meilleure ligue fermée en Europe aujourd'hui, c'est le tournoi Destination. Bon, en dehors ou Espagne, le rugby est moins présent, mais en France, c'est quand même quelque chose de très populaire depuis les années 70, et c'est une ligue fermée. Le tournoi des 5 nations avant, le tournoi des 6 nations. Est-ce que les fédérations, certaines fédérations de basket n'ont pas éventuellement émis cette idée-là pour avoir une ligue fermée? Et la FIBA met ça pour, je sais pas. Je suis au courant de rien parce que vraiment, mais c'est. Moi, je comprends pas et je sais pas où est-ce qu'on va parce que c'est vraiment aujourd'hui, c'est très, très difficile. Après, si on parle du basket en général, la FIBA essaye de mettre en place aujourd'hui le 3 contre 3. Et essaye de développer beaucoup le 3 contre 3, qui est vraiment un basket différent de ce que nous, on a pu connaître, avec une mentalité différente, qui touche beaucoup plus les jeunes, avec aussi plus la... Moi, j'y suis confronté, mais en permanence à travers mon club. J'habite au bord de la mer. Non seulement de plus en plus de jeunes veulent consommer un produit qui est le basket, donc c'est facile de jouer en 3 contre 3. Jouer en équipe, il faut partir, il faut s'entraîner, il y a des règles de vie. 3 contre 3, vous arrivez, c'est en autonomie. Et on arrive même à jouer sur la plage. Et il y a un développement, notre club, qui est un petit club, qui est la Jeanne d'Arc de Biarritz, eh bien on a 60 licenciés de plus pour du 3-3. On leur donne un ballon, il y a le gardien de la salle, et ils s'organisent leur tournoi. Et par contre, il y a des joueurs qui ont des qualités, on leur dit, mais venez jouer dans une équipe en 5-5. Non, nous on ne veut pas. Ils ne veulent pas de contrainte d'avoir quelqu'un. C'est dans le cadre de ces sports qui... Et la fédération a bien compris qu'il y avait un gros vecteur de licenciés parce que ça compte comme une licence. Et après, au niveau du ministère, pour les conventions d'objectifs, vous savez comment ça se passe, c'est plus facile de dire on en a... Voilà. Et en même temps, il y a une volonté politique des fédérations de reprendre en main leur destin et que l'État, qui avait quand même une mainmise sur le sport en général, soit petit à petit remis à une question de contrôle, surtout, je parle pour la France. Donc on est dans un changement Mais là, on n'est plus dans la consommation d'un sport. C'est-à-dire que les mêmes qui font du 3-3 vont faire l'année d'après du skate, l'année d'après du surf. Bon, je parle dans un contexte bien particulier. Mais le 3-3 va être un des vecteurs de développement des fédérations, de la Fédération française de basket. Voilà. On y a misé comme petite fédération andorrane. J'y participe aussi régulièrement. C'est vrai qu'il y a un nouveau marché, donc des nouvelles perspectives. Il y a un panier, il y a une balle de basket, c'est vrai, mais c'est pas le même sport du tout. Ça arrive aux jeunes aussi, c'est vrai que c'est une mentalité différente. Moi, je vois en question de coût, par exemple, on organise un tournoi en 5-5, même des petits tournois, il faut des arbitres, il faut une infrastructure, il faut qu'ils s'alimentent et tout. En 3-3, c'est auto-arbitrage, poum, il y a un mec qui s'aguérite, ils sont contents, ils mettent du rap, et c'est bon, c'est parti. Non, mais et les présidents de club ne sont pas fous. 40 mecs qui viennent pas les embêter tous les jours pour le bus, pour le machin, pour la salle, pour le chauffage. Ça fait 40 licences à 180 €, vous comptez, il est content, lui. Et ça, c'est vraiment le terrain. Mais je pense que les fédérations vont devoir s'adapter à ce besoin de consommation du sport qui existe chez les jeunes, quoi. Avec des jeunes qui ont des qualités qui pourraient jouer en club. Mais le club, c'est
c'est une petite société qui se balade avec des contraintes, avec un entraîneur, avec une autorité. Et c'est de plus en plus difficile à mettre en place. J'ai été clair? J'ai lu l'autre jour dans le magazine de la Fédération française, il y avait pour cette année, pour cette saison 2017-2018, je crois que c'était plus de 70 jeunes joueurs qui ont décidé cette année de faire l'étape universitaire aux États-Unis. Et surtout, je pense que c'était surtout chez les filles aussi, non? Qu'est-ce que vous pensez de ce choix que font beaucoup d'Européens, parce qu'en Espagne c'est la même chose aussi, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui vont faire l'étape universitaire à la NSA. Vous pensez que c'est bon pour le basket européen? Parce qu'après, je lisais dans la même interview que s'ils réussissent, ces joueurs ne sont pas toujours forcément pris pour jouer avec les équipes nationales parce qu'ils ne veulent pas revenir. C'est pas la même chose d'avoir un joueur qui évolue dans un club en France. Pour l'appeler à l'équipe nationale, c'est très facile. S'il évolue aux États-Unis, c'est pas évident qu'il joue avec l'équipe nationale U18 ou U20. Il y a deux aspects. On ne peut pas empêcher les jeunes de rêver. Je veux dire, il y a le rêve de la NBA, il y a l'attrait financier, et les Américains proposent quelque chose que nous, enfin, Français, ça c'est sûr, et Européens, peut-être moins en Espagne ou en Italie où il y a une autre ferveur, ou en Grèce, ou en Turquie, on ne peut pas empêcher que des jeunes soient attirés par ça. Après, le problème, c'est ces jeunes joueurs qui ont été formés dans leur pays. Ce qui est dommage, ce qui est dommageable, c'est qu'ils ne puissent pas ou qu'ils n'aient pas envie. Mais on en revient à la personne, quoi. On est pris dans un système et on peut pas obliger quelqu'un à venir jouer, à porter le maillot national et de mettre la main sur le cœur et de dire... c'est très compliqué, quoi. Mais l'attrait de la NBA est terrible et je les comprends. Ouais, voilà. En plus de l'attrait de la NBA, il y a 4 ans d'études aux États-Unis, dans un système scolaire anglo-saxon, apprendre l'anglais, des études qui sont peut-être d'un bon niveau aussi également, qui peuvent être aussi d'un bon niveau aussi en Europe. Donc bon, il y a tout ça qui rentre en compte, je pense, dans la réflexion de ces jeunes pour aller aux États-Unis. Donc après, les sélections nationales, en général, c'est l'été. Donc si les joueurs ont au niveau, après, ça ne veut pas dire qu'un joueur qui va... étudier et se former aux États-Unis à le niveau pour incorporer une équipe nationale. Donc il y a des sélections qui sont faites et je pense qu'il y a des gens qui travaillent pour suivre les joueurs qui méritent d'être dans une sélection nationale. Et en général, ces équipes nationales s'entraînent en juin ou juillet pour avoir des championnats d'Europe fin juillet ou début août. Donc je ne pense pas que ça intervienne vraiment le fait d'aller aux États-Unis, de ne pas être incorporé dans une équipe nationale. Un peu plus difficile, mais c'est vrai que le marketing NBA, c'est une grande machine qui engouffre tout, mais c'est normal que les jeunes veuillent et soient attirés par cette expérience de vie, même au-delà de l'expérience sportive, non, c'est une expérience de vitale. Aller 4 ans vivre aux États-Unis, même sans jouer, c'est déjà un atout incroyable pour un jeune. Et s'il joue au basket, bien sûr, c'est la référence mondiale du basket, c'est quand même encore la NBA et les États-Unis. L'année dernière, on avait eu au championnat espagnol un joueur français qui a été la véritable star de la compétition, c'était Edwin Jackson. Et il a choisi de partir jouer en Chine. C'est un choix très personnel. Mais vous pensez, oui, c'est un choix personnel, c'est évident, mais vous pensez que ça sera un choix qui va être pris par beaucoup de joueurs? Parce que c'est un choix économique, finalement. Il le dit lui-même. Hein. Il le dit, oui. Il le dit lui-même, que voilà, il a trouvé un contrat très important en Chine, donc il est allé en Chine. Oui, je pense que ça se répétera dans les années à venir, oui. Oui. Les joueurs font des carrières sportives de haut niveau. Ils ont dans la tête de gagner leur vie en jouant au basket. Donc, voilà, plus le contrat sera haut, plus le joueur a peut-être la possibilité d'aller même sur des pays qui sont un peu exotiques au niveau basket. Mais c'est ce qu'on parlait avant pour les spectateurs.
c'est difficile à comprendre, parce que lui, maintenant, il va disparaître de nos écrans, non? Parce que la Ligue chinoise, on ne va pas la suivre ici. On peut suivre... Vous n'avez pas la télé chinoise? Oui, c'est ça. Et alors, pour les spectateurs, si déjà on a beaucoup de compétitions qui sont différentes, on a beaucoup de joueurs. Oui, je crois que la NBA a annoncé un investissement sur 10 ans de 2500 millions de dollars en Chine. En Chine. Donc l'idée de développer sur 10 villes, financer, aider au développement de 10 équipes, donc 10 stades, c'est pas pour demain, mais ça va être pour après-demain, où tout le monde va suivre la NBA chinoise, j'en suis convaincu. C'est pas pour demain, on a peut-être difficulté à l'imaginer, mais il y aura peut-être finalement c'est des marchés. Et on parle d'un marché de 1000 millions d'habitants, donc la NBA a la main prise sur la Chine, c'est sûr. Il y a déjà des joueurs qui ont joué chinois, qui ont joué en NBA, qui sont là un peu les ambassadeurs du basket NBA en Chine. Donc c'est une question de temps. Je ne sais pas si ça va être 2 ans, 3 ans ou 5 ans, mais si la NBA a annoncé un investissement sur 10 ans de ces quantités, ça veut dire ils connaissent pratiquement le potentiel de ce pays. Et pourquoi pas, à X années vues, de voir des équipes chinoises participer dans un tournoi NBA Chine qui finalement a un playoff final entre la Chine et les États-Unis. Pourquoi pas, non? Voilà, c'est un potentiel incroyable, économique, financier. Un potentiel commercial, énorme. Je pense que c'est surtout ça qui les intéresse, avant le potentiel sportif. Ils peuvent s'y mettre avant que les Chinois s'y mettent aussi. Bien sûr. Voilà, après, Edwin, c'est un choix aussi. Voilà, c'est financier, puis de vie aussi, parce qu'il faut quand même aller, quand on ne connaît pas le pays, puis la Chine, c'est un immense pays avec plein de zones différentes. La fédération française, j'ai vu dans les dernières années, c'était aux alentours de 600 000 licenciés. Qu'est-ce que vous pensez? 669 000. 669 000, la saison 2016-2017. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les démarches que vous pensez que la fédération doit faire pour populariser encore plus le basketball dans l'Hexagone? Alors, là, on a quand même un petit devoir de réserve. Ça va sortir les... Non, il y a quand même... depuis certaines années, c'est quand même en nette progression le nombre de licenciés. C'est en nette progression, mais c'est un peu... la fédération fait son boulot. Il y a sur les infrastructures, sur la détection, sur la mise en place de formation de cadres, tout ça, il n'y a rien à dire. Mais je pense que l'image du basket va passer par la ligue professionnelle. Par exemple, je compare, moi, pour voir les deux ligues, les matchs, je vois les matchs de la Ligue ACB, des matchs de la LNB. C'est un problème d'infrastructure, un problème de spectacle, un problème de personnes pour que ce soit lisible pour le grand public. Parce que du public, il y en a en France. Mais le grand public, voilà, il ne sait même pas que ça existe, quoi. Si je prends moi Bayonne, Pau, c'est une chose que je connais bien. Ils sont rugby. Basket, ils savent qu'à Pau, mais ils n'ont plus la ferveur qu'ils avaient avant parce que c'est plus lisible. C'est passé déjà... On est passé du service public à Canal+, de Canal+, maintenant on est sur SFR, donc il faut prendre un abonnement. Il n'y a plus cette lisibilité. Là, vous êtes chez vous, vous regardez le match. Alors on me dit que ce n'est pas un problème, que ça prend, mais bon. On a 7-8 Américains sur le terrain. Il n'y a pas de personnalité forte, puisque les forts sont en NBA. C'est compliqué à vendre quelque chose qui tienne la route, quoi. Et puis, bon, vous avez la concurrence du rugby, quoi. Je veux dire, le rugby, les stades sont de plus en plus pleins. C'est difficile de placer le basket là au milieu, dans le contexte économique français. Enfin, moi, c'est ce que je vois comme ça de loin. Non, je crois que quand on regarde tous les grands championnats européens, il y a une vraie hiérarchie dans les championnats. C'est-à-dire qu'en Turquie, c'est toujours les 2-3 mêmes équipes qui sont championnes de Turquie. En Espagne, c'est toujours Real Madrid, Barcelone, et Valencia l'année dernière, ils sont là encore, si Valencia, mais ce sera ces équipes-là qui vont être dans les années à venir toujours au top au niveau de la CB. En Italie, ça ressemble plus à ce qui se passe en France. En Allemagne, qui est un très bon championnat, qui est bien structuré, c'est toujours l'Alba Berlin, Bayern Munich maintenant, et Bamberg qui est toujours Et en France, il n'y a pas ça. En France, sur les 10 dernières années, il y a toujours un champion qui est différent. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir de la lecture sur le championnat.
On ne sait jamais qui va être champion, c'est très difficile. Je pense que ce serait difficile aussi pour le secteur économique d'investir plus que ça, parce qu'il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de visibilité, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc la fédération, quand on revient à la question, ce n'est pas vraiment elle qui gère tout ça, c'est plus le basket en général. Après, si on peut dire un petit truc par rapport à la fédération, peut-être au niveau de la formation, où il y a d'avoir plus de règles qui permettent de jouer. Mais est-ce que c'est possible dans le droit du travail français? Ça, je ne sais pas. Qui permettent ou qui obligent les clubs à faire jouer les jeunes joueurs, parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel de jeunes joueurs au niveau du territoire français. Il y a l'INSEP, qui est quelque chose. L'INSEP, je ne sais pas si tout le monde sait, mais c'est une école de basket qui est financée par la Fédération française de basketball et qui permet aux jeunes de se développer et qui est arrivé à un certain âge, 16 ans je pense, ou 17 ans. Ils vont dans les clubs professionnels pour terminer leur formation. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très bien pour les équipes de France de jeunes, parce que ça permet de préparer les équipes de France de jeunes d'avoir des résultats. Donc on revient aux primes du ministère, parce que plus on a de résultats, je crois, plus la prime du ministère peut être élevée. Mais dans le même temps, ça n'aide pas le basket professionnel en lui-même, parce que les jeunes, quand ils sortent de l'INSEP, voilà, ils répartissent tous les jeunes joueurs, les jeunes bons talentueux, dans différents clubs, dans tous les clubs. Donc ça nivelle un petit peu le niveau de tout championnat de France. Moi, je pense que ce serait mieux que les clubs vraiment s'organisent et fassent eux leur formation, et les meilleurs clubs formateurs et les meilleurs clubs, voilà, où il y a une vraie hiérarchie, où il y a un, deux ou trois clubs, comme c'était le cas pour ou Limoges et tout ça, les meilleurs jeunes vont sur ces clubs-là, et les autres clubs, voilà, ils travaillent aussi, ils jouent, ils savent que c'est difficile pour eux d'être champion de France un jour, mais quand il y a un gros club qui vient à jouer à domicile, ben, c'est une grande fête dans toute la ville, c'est une vraie motivation pour battre ce club-là. Moi, je pense qu'il y a ça, c'est une des choses qui est importante à remettre en place sur le sol français, et c'est quelque chose de difficile, très difficile. Après, il y a une question de budget, tout simplement, des clubs, des moyens des clubs. Quand on compare les budgets des clubs en ACB ou même dans tous les clubs de l'Euroleague, il n'y a aucun club français qui joue l'Euroleague. Par rapport au plus haut budget français, voilà, c'est du simple ou double. Mais ça ne veut pas dire que l'argent n'y est pas. Vous avez, sur une région comme je connais bien en rugby, vous avez 17 millions d'euros à Bayonne, 19 millions d'euros à Biarritz et 22 à Pau, ou 23. Donc vous avez 50 millions d'euros qui se baladent sur un département. Je pense qu'avec 50 millions d'euros, s'il y avait un club de basket qui avait ça en France, pour gagner l'Euroleague, on ne serait pas loin, quoi. Oui, je pense que là, oui. Tous les ans. Et c'est des clubs qui évoluent en Pro D de rugby. Mais le rugby, il y a 15 ans, a su se créer ses ressources, a su se créer son impact médiatique, a su se créer, a su manœuvrer pour attirer des investisseurs, des gens, des sponsors, quoi. Et nous, ça nous est passé sous le nez au basket. On a beaucoup parlé, mais c'est quand même un constat. Il y a 50 millions d'euros qui sont pour le rugby, pour deux clubs de deuxième division et un club de première division, sur un département qui est les Pyrénées-Atlantiques, quoi. Avec des gros investisseurs. Et à Pau, ils tirent la langue. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les assistants, quelqu'un qui veut profiter de la présence de... Oui, les assistants, oui. Ceux qui attendent leur tour. Alors, allons-y. En français, désolé. Ça va. Déjà, félicitations pour vos carrières respectives à tous les trois. Ça serait un peu sur la formation des jeunes. Je vais parler plus France, parce que bon, c'était plus concerné. Maintenant, comme tu disais, Antoine, les équipes, bon, il y a des très bons centres de formation en France, et les jeunes, ils ont pas le temps de jeu, quoi. Il y a 5 Américains, 2 Bosman, 2 Cotonou, et le petit Français qui fait le 10e du banc, qui joue 2 minutes quand le match il est plié. Est-ce que vous ne pensez pas que dans les années à venir, il faudrait rétablir une hiérarchie avec plus 4 ou 5 4-5 joueurs français minimum par équipe, quoi. Ouais, c'est un peu ce que j'essayais de dire. Ça serait l'idéal. Maintenant, malheureusement, parce que il y a beaucoup de jeunes qui écœurés, quoi. Enfin, pas écœurés, mais j'en ai bien conscience. Après,
moi, je peux aussi aller dans le sens des clubs ou des entraîneurs. C'est pas parce qu'un joueur est jeune qu'il a le niveau pour jouer au haut niveau. C'est aussi à lui de montrer et à de prouver à tous les entraînements. Oui. Et quand il a un petit peu de temps de jeu, si un jour il a du temps de jeu, montrer qu'il est capable de jouer au haut niveau basket. Mais c'est vrai que l'idéal, ça serait de pouvoir avoir moins de joueurs étrangers dans les équipes et de donner plus confiance aux jeunes joueurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas des règles à mettre en place pour dire, voilà, il faut tant dans l'effectif, tant de joueurs de moins de 23 ans et avoir sur le temps de jeu, un temps de jeu minimum que ces joueurs-là jouent dans le championnat français? Pourquoi pas? Mais après, ça, c'est l'idéal. Je ne sais pas si c'est très réaliste. Donc, moi, je compare un petit peu. Il y a un pays qui fonctionne un petit peu comme ça, malheureusement ils n'ont pas ces règles-là, mais ils ont toujours misé sur les jeunes et sur la formation. C'est un ancien pays des Balkans, c'est la Serbie, où ils font beaucoup confiance à leurs joueurs nationaux, où ils ont 1 ou 2 Américains qui n'ont pas de rôle très important en plus dans l'équipe. Et c'est une formation, on n'en a pas parlé, mais c'est une formation très particulière, qui est très basée sur les fondamentaux collectifs, les fondamentaux individuels, et qui est très dure dans le travail, qui est très dure dans la communication entre les entraîneurs et les joueurs. Et ces joueurs-là, ces jeunes joueurs, en général, et même les joueurs de plus haut niveau, ils ont aussi un mental qui est très fort et très costaud, donc ça fait partie peut-être aussi de leur formation. Et eux jouent, ils ont 2 Américains dans leur équipe, et après c'est que des joueurs nationaux, et en général des jeunes joueurs. Des jeunes joueurs, parce que les joueurs, dès qu'ils sont jeunes et qu'ils sont bons sur le plan international, voilà, ils vont en NBA ou ils vont dans les ligues ACB ou en Turquie. Et il y a une équipe qui joue, l'Étoile Rouge de Belgrade, qui joue en Euroleague et qui se débrouille pas mal avec ce style de basket. Moi, dans ma réflexion, dans ma pensée, si c'est pour jouer avec 5 ou 6 Américains et pas avoir le niveau de l'Euroleague et en Eurocoupe, ne pas pouvoir aller au bout d'une Eurocoupe, je ne vois pas l'intérêt de jouer avec ces joueurs-là, quoi. Autant peut-être perdre des matchs contre des équipes d'Euroleague et des équipes d'Eurocoupe, mais jouer avec des jeunes joueurs et jouer avec des joueurs formés dans le basket français. Après, il y a des budgets à respecter, il y a un championnat qui n'est pas fermé, donc si l'équipe n'a pas de résultat, elle peut passer en 2e division. Donc il y a un aspect qui est assez difficile à maîtriser. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Antoine Rigaudot concernant la présence de jeunes joueurs sur rencontres de haut niveau. Alors, la mesure a été expérimentée il y a 4 ou 5 ans en arrière. Et dans chaque équipe, on faisait entrer les 2 jeunes de moins de 20 ans. On leur faisait disputer l'entre-deux, avec comme objectif d'envoyer la balle en touche. Ça donnait l'occasion de faire un premier remplacement. Et ces joueurs rejoignaient le banc, on ne les voyait plus de toute la partie. Donc effectivement, comment mesurer le temps de jeu de ces jeunes qui... Voilà, donc la mesure, elle a existé, mais c'est bien atteint, quoi. On essaye de la contourner. Voilà. Après, je voudrais rebondir sur ce qui était dit concernant l'entraînement des joueurs américains. Alain Jardel disait qu'il avait une joueuse américaine à Mirande, à l'époque, qui arrivait 1 heure avant le début de l'entraînement. Et cette heure-là, elle la mettait à profit pour s'échauffer et pour être totalement disponible quand les autres joueuses françaises arrivaient pour commencer l'entraînement. Donc, déjà, la joueuse américaine avait fait des échauffements, des étirements pendant 1 heure pour être suffisamment prête pour l'entraînement. C'est tout un état d'esprit. Ensuite, sur ce que nous disait Frédéric Fnaguet concernant la proximité de la mer, de l'incidence que ça peut avoir sur
les joueurs qui pratiquent le 3 contre 3, bon, moi je suis catalan, Languedoc-Roussillon, nous on a et la mer et la montagne. Donc on a tout pour plaire et effectivement ce problème-là, nous le rencontrons aussi. Bon, après, c'est vrai qu'on est peut-être porteur d'une culture qui est celle du 5 contre 5 et arrivé à un certain âge, on a peut-être des difficultés aussi à franchir. Mais moi, ce que je retiens dans le 3 contre 3, c'est effectivement cette absence de contraintes qui s'inscrit bien aujourd'hui dans la façon de vivre de nos jeunes, quoi. Je vais à l'entraînement, j'y vais pas. Il n'y a pas cette prise de tête, cette rigueur. Voilà. Merci toujours pour votre présence. Mais je vous en prie, nous sommes contents d'être en Catalogne. On n'a pas le droit d'Andorre. Excusez-moi, madame. J'ai dit une bêtise. Non, mais voilà, le 3-3, c'est l'avenir. Un véritable plaisir de vous avoir ici. On vous attend demain au match. Avec plaisir. Ouais, oui. C'est sûr que ce sera un grand match. Et tendu. Merci aussi pour l'assistance. Merci à vous.